Hello les filles et bienvenue. On est dans notre classe sur l'éducation. Je ne sais plus à quel numéro on est exactement, mais c'est pas très grave. On va commencer en fait aujourd'hui à synthétiser les outils de discipline, ok, à travers des exercices qui vont nous permettre à nous parents de comprendre comment ça se passe avec les enfants. Mais avant ça, on va faire notre traditionnelle dédicace. euh, de ce cours. Donc, toujours les Ilou Nishmat, Sophie Chaya Rivka Bat Yehudit. Pour une refoua shlema pour Sharon Bat Sarah, Sharona, pardon, Bat Sarah, qui est une maman de l'école de mes enfants qui a eu malheureusement un petit stroke cette semaine. Pour Kiki Yaakov Ben Simcha. Hello Sarah. Pour Norbert Chaim Michael Ben Macha, pour Yehoshua Ben Marie, Julie Bat Mesodi, Shira Yafa Bat Sarah, Michael Ben Sarah, Myriam Maya Bat Lydia et Rachel Bat Sarah. Pour un bon zivoug, pour Sharon Eliaou Ben Daniela, Françoise Yehudit Bat Shoshana, Yaniv Ben Arletiona, Léa Tamar Bat Ruth, Laura Esther Bat Régine Rahma, toujours au bon moment. Ok, ensuite, juste une petite question. Est-ce que vous avez pu, je ne sais pas si vous avez eu le temps, mais prier pour ces noms-là? J'espère, Bezrat Hashem, parce qu'on dit que Hanouka, c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour trouver son divoug. Alors, j'espère, Bezrat Hashem. Et sinon, qu'Hachem donne de toute manière à ces célibataires un bon zivoug très, très, très bientôt, si Dieu veut, et qu'on soit invité à plein de, à plein de mariages prochainement. Ok, ensuite, des bébés, Bezrat Hashem, pour Mélissa, Esther, Bat Léa, Salomé, Rivka, Bat Rana, Naomi, Sarah, Bat Rana, Mayan, Bat Ziva, Rivka, Bat Sarah, Rivka, Bat Rachel, Johanna, Chava, Simcha, Bat Rachel, Esther, Bat Déborah. Est-ce que vous avez d'autres personnes à qui vous souhaiteriez dédier ce cours pour aujourd'hui ou en général? Alors, on va faire un télim et on continue. Lamnaser Mizmor le David, Yaranecha Adonai Biyam Tsara, Isagevecha Shem Eloi Yaakov. Ishlar Ezrecha Mikodesh Umitzion Isaradecha. Iskor Kol Minchotecha Verolatecha Idash Nesela. Iten Lecha Chilvavecha Vecholatzatcha. Yimale, Neranena Bishwatecha, Ufshem Eloheinu Nidgol, Yimale Adonai Kol Mishalotecha. Ata Yadati Kioshira, Adonai Meshicho Yaraneu Mishmekotsho Bikvorot Yesha Yemino. Elevarechev Elevasusim Vanachnu, Beshem Adonai Eloheinu Naskir. Hima Kareu Venafalu Vanachnu Kamnu Vanitodad, Adonai Yoshira Hameler Yaranenu Beyam Karenu. Ok, alors, est-ce que vous avez des questions? Pas sur le cours précédent, parce que le cours précédent, finalement, n'a pas vraiment parlé d'éducation, même si en réalité, si, parce qu'on a parlé d'éducation. Et d'ailleurs, Hanouka, c'est le moment du chinour. C'est exactement la même racine, Hanouka et chinour. Mais aujourd'hui, donc, on va parler directement d'éducation. On va poursuivre notre étude. Donc, la semaine d'avant, on parlait de la discipline. Donc, on disait que l'apprentissage de la discipline commence dès que l'enfant sait marcher à quatre pattes ou ramper même, d'accord? Et on voyait les différents exercices qu'on pouvait lui faire, notamment, par exemple, le mettre devant une prise de courant, tout en faisant attention, et c'est voir s'il veut y aller et lui dire « non, tu ne touches pas » et lui ramener le bras comme ça, et plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est sa première limite. Okay? Donc ça, c'était ce que le Rav Jacobson nous dit, en fait, introduire une limite à un enfant,
on le fait en introduisant une limite à la fois. Et on peut le faire à partir du moment où l'enfant sait ramper. Et comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va lui exprimer, on va se mettre donc à sa hauteur, on va lui exprimer, on va lui montrer non, non, et on va exprimer verbalement et éventuellement, on va lui bouger son bras comme ça, d'accord? Pour lui permettre de comprendre qu'il y a une limite et que l'autorité s'impose de manière à la fois vocale, orale, et par le visuel et par le geste, ok? On disait aussi, salut Mélissa, bienvenue. On disait aussi, qu'en est-il lorsque l'enfant n'obéit pas? Est-ce qu'il faut utiliser la treja, la chacleta, je ne sais pas comment on dit, ça dépend de l'endroit où on est dans le monde, d'accord? La fessée, la petite tape sur la main, les choses comme ça. Et en fait, le Rav Jacobson, il dit que mon autorité ne dépend pas de l'obéissance de mon enfant, mais de ma capacité à incarner une autorité digne de ce nom. Donc, de ma gestion de l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, si l'enfant désobéit et que je perds mes moyens et que j'utilise la force physique, d'accord, et donc que je me mets dans une sorte de rapport de force avec mon enfant, ou alors que je crie, que je m'énerve, etc. En fait, qu'est-ce que je fais? Je perds de ma fermeté, entre guillemets, je perds de ma force et donc j'amoindris en fait ma discipline. C'est-à-dire que l'enfant ne me voit plus comme quelqu'un de calme, de serein, de stable et consistant, mais comme quelqu'un qui est émotionnellement très instable et qui va se laisser emporter par sa colère. Donc en réalité, lorsque j'arrive à travailler sur ma colère, à travailler sur ma sensibilité, à travailler sur mon émotivité ou sur ma manière de prendre les événements, d'accord? Je vous rappelle que l'éducation, c'est le but, c'est de faire travailler les parents pour qu'ils arrivent à se travailler soi-même, à se raffiner soi-même et faire éclater l'éclat du diamant qu'ils sont, d'accord? Donc, justement, le Rav Jacobson nous dit, en fait, bien sûr que si tu t'énerves, et ça nous arrive à toutes, hein, enfin, on ne va pas se flageller avec des orties fraîches après ça nous arrive à toutes de nous énerver, ça nous arrive à toutes de perdre les moyens ou de pleurer ou de crier, peu importe, selon les journées qu'on a eues, d'accord? Ça peut tout à fait arriver. Et en même temps, le Rav nous dit, OK, quand ça arrive, mais l'idéal, c'est bien évidemment que tu arrives en amont à te travailler pour permettre de ne pas amoindrir ta discipline et ton autorité, qui en fait sont une preuve de constance et de stabilité. L'enfant va considérer que l'énervement, la colère, les mots qui dépassent ce qu'on a envie de dire, mais en réalité, c'est une preuve de faiblesse. Et c'est le cas d'ailleurs. OK? Quelques questions par rapport à ça? OK. Vous n'êtes pas bavarde ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Je m'inquiète. Bon. Ensuite... Et le Zoom, ça intimide. Ouais, c'est ça. Grave, et ça, moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Si ça arrive, comme tu dis, à chacune de crier, ok, dans le cas où on perd nos moyens, comment revenir en arrière? En fait, on peut montrer à son enfant, on peut tout simplement dire à son enfant, écoute, tu sais quoi, maman, elle a mal géré la situation. On peut montrer à son enfant que ça arrive à tout le monde d'abord de ne pas savoir réellement comment gérer ses émotions. D'accord? En un sens, quand l'enfant voit que le parent n'est pas parfait, mais qu'il travaille, c'est encourageant. Ça veut dire que lui aussi, il est vers le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'un enfant, lui, il tombe et il se relève. Il tombe et il se relève. Il essaye de faire des choses et ce n'est pas facile. Alors que souvent, il voit les parents comme un produit fini. D'accord? Oui. Et ils se disent, ils sont tout puissants, ils sont finis, ils sont parfaits, et moi, je ne suis rien à côté. Mais en réalité, ça donne de la force aussi à un enfant de savoir que finalement, son père aussi ou sa mère aussi, ça lui arrive de se tromper, ça lui arrive de pleurer éventuellement, ou ça lui arrive d'être trop ému pour arriver à gérer une situation normalement. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il dit? Le parent, il dit, tu sais quoi? Mais je travaille là-dessus. Parce que c'est important d'être en connexion avec ses émotions. C'est important d'arriver à comprendre comment gérer la situation. Donc, maman,
tu sais, elle n'a pas forcément réussi aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient sur mon chemin et on peut en parler éventuellement. Mais sache que c'est quelque chose sur lequel je travaille parce qu'en réalité, ce n'est pas mon idéal de me mettre en colère. Maman, elle aurait dû gérer sa situation différemment, peut-être se réserver une petite plage horaire un peu plus longue à l'heure du déjeuner pour bien manger et être en forme pour toi quand tu rentres de l'école. Parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir mangé, ça m'a rendu très sensible, très irritable. Et du coup, quand tu es rentrée de l'école et que tu as commencé à faire le désordre partout, je t'ai crié alors qu'en fait, ce n'est pas de ta faute. Maman, la prochaine fois, maman, elle s'organisera mieux. Sache qu'en tout cas, je travaille là-dessus. Ça arrive, d'accord? On peut parler honnêtement aux enfants et en leur disant quoi? Maman, elle se travaille. Donc, lui, qu'est-ce qu'il se dit aussi, puisque c'est l'éducation aussi par l'exemple? Eh bien, à partir du moment où lorsque maman fait une erreur, ou qu'elle s'énerve, ou qu'elle s'emporte, ou quand elle ne sait pas comment gérer ses émotions, eh bien, elle vient d'abord, elle en parle, elle s'excuse, et en plus, elle va aller chercher comment améliorer ses émotions. Enfin, pas ses émotions, mais sa gestion de l'émotion. D'accord? Ouais, merci. Donc, du coup, c'est bien parce qu'on leur apprend que c'est tout à fait possible de le faire. Et en plus, papa et maman ne sont pas parfaits. Ils sont des personnes en construction, eux aussi. OK, donc comment gérer des altercations avec l'enfant? Alors, puisque le niveau de discipline ne dépend pas du taux d'obéissance de l'enfant, mais de mon taux de maîtrise personnelle, alors on comprend qu'en fait, lorsqu'on a une altercation avec un enfant, eh bien, il faut apprendre à être calme, donc à maîtriser ses émotions, apprendre à avoir une certaine distance, d'accord? Ne pas prendre les choses comme une attaque personnelle. On va prendre un exemple. Un ado qui vous dit de toute manière, tu m'as ruiné mon enfance ou tu m'as ruiné ma vie ou je ne sais pas trop quoi, d'accord? Est-ce qu'il pense réellement ce qu'il est en train de dire? Non. Non, d'accord? Mais en même temps, on peut se souvenir, par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais à l'âge de l'adolescence, si les parents disent non, tu ne vas pas à l'anniversaire de telle copine ou à une boum ou je ne sais pas trop quoi, d'accord, on a l'impression que c'est la fin du monde, d'accord, alors qu'en réalité, ce n'est pas la fin du monde, il y a un après à cette déception. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, lorsque l'enfant nous dit quelque chose qui apparemment vient nous toucher personnellement, on essaie de prendre de la distance. Attends, là, il est en train juste de montrer que pour lui, c'était quelque chose d'important, d'accord? Ou il fait une petite crise existentielle ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais en tout cas, on ne prend pas forcément comme une attaque personnelle. Quand il nous dit maman, attends, mais tu me donnes jamais à manger ce que j'aime ou des trucs comme ça, je ne sais pas ce qui peut arriver quand ça peut être même beaucoup plus tôt que l'adolescence, d'accord, peut-être. Et ben on peut se dire, ok, il n'est pas en train d'attaquer le fait que je fais de la nourriture mauvaise. Il est juste insatisfait parce qu'il a faim et qu'il aimerait pouvoir manger quelque chose. Donc prendre de la distance. Donc première chose, calme, donc travailler sur ses émotions. On pourrait avoir des ateliers de travail sur les émotions si vous voulez à l'occasion. Ensuite, deuxième chose, prendre de la distance, ne pas prendre les mots que nous dit l'enfant comme une attaque personnelle, d'accord? C'est aussi quelque chose qui peut être lié à la mauvaise gestion des émotions. C'est-à-dire qu'un jour où on est vraiment fatigué, on est vraiment stressé, on a des problèmes au travail ou on est surmené, et bien peut-être qu'un mot d'un enfant, on va le prendre comme une attaque personnelle, alors qu'en temps normal, on ne l'aurait pas fait. D'accord? Ensuite, ah oui, il nous dit, ayez de la maturité, c'est-à-dire ne réagissez comme un adulte et non pas comme un grand enfant. On est dans une génération où peut-être qu'on est un peu plus enfantin que nos parents l'auraient été à la même époque, d'accord? Donc, être mature, ça veut dire agir non pas comme un enfant. Comment est-ce que vous décririez l'agissement d'un adulte par rapport à celui d'un enfant en termes de maturité? Qu'est-ce que vous attendriez d'un adulte et que vous n'attendriez pas d'un enfant? Je suis d'accord avec cette réflexion. Par exemple, en cas de conflit, moi je parle pour mon cas, quand ma fille elle s'énerve et que, je sais pas, elle refuse de m'écouter ou
au lieu, et c'est mon mari qui me fait toujours souligner, au lieu de prendre du recul, bah, je fonce à fond dans le conflit et je lui réponds. Il me dit, mais tu te regardes, on dirait que tu as son âge. Tu te mets à son niveau. Au lieu d'être plus calme et plus zen et prendre les choses différemment, tu réponds de la même manière qu'elle t'attaque, quoi. Donc, en ce sens-là. Une forme d'enfantisme, enfin, comment on va dire ça en bon français? D'enfantillage? Non, pas d'enfantillage, mais d'infantilisation ou d'immaturité en tout cas. Ouais. Réagir comme l'enfant. En fait, l'enfant va set the tone et nous, on va réagir de la même manière que lui ou qu'elle. Exactement. D'accord. Donc, on attendrait du coup d'un parent qui réagisse différemment, avec oui, c'est ça. Peut-être plus de distance, plus de patience peut-être aussi, voilà, qu'il ait plus de calme, qu'il prenne plus de distance par rapport aux choses, qu'il se rende compte que peut-être l'événement présent n'est pas si dramatique qu'il en a l'air. Exactement. Ok. Lynn, tu allais dire quoi, toi? Non, exactement, c'est ça. En fait, je trouve qu'avec le temps, on apprend à rester plus impassible en fait à la situation, à essayer de réfléchir avant de crier justement. Non, mais moi je pense à mes ados parce que pour les petites c'est un peu moins compliqué, mais là avec mes grands, quand ils m'écoutent pas, j'ai beau rester calme, à un moment c'est difficile. C'est difficile de garder son calme jusqu'au bout. C'est vrai. C'est vrai que en fait, les ados, même si après ils regrettent et viennent s'excuser. Il n'y a pas encore de recul là-dessus. Je te comprends hein, parce que je suis au même stade que toi. Et c'est vrai que parfois, on se dit, mais en fait, avant, j'avais des outils parce que tu développes des outils au fur et à mesure. Maintenant, comment je fais? Donc, pareil, je pense que c'est encore un autre stade, apprendre à donner la responsabilité à l'enfant tout en maintenant un certain cadre, parce que même si c'est un ado et qu'il faut qu'il se sente plus responsable et qu'il se sente devenir plus indépendant, ben, il doit quand même respecter certaines règles. Et en plus, quand tu as des enfants plus jeunes qui ont parfois le même genre de règles que l'aîné, il va dire, mais pourquoi eux, ils ont 2 ans, 3 ans de moins que moi et quoi, ils font la même chose que moi. Moi, j'étais le premier, c'est moi qui ai lutté pour obtenir ça. D'accord? Donc, ouais. Et essayer d'avoir une certaine maturité, une certaine distance, réfléchir. En fait, on se rend vraiment compte que le côté discipline, le travail sur la discipline demande énormément de préparation en amont. Il faut vraiment s'asseoir avec son mari, si on peut. L'idéal, c'est avec son mari. Si lui n'est pas toujours disponible parce qu'il travaille beaucoup ou qu'il n'a pas forcément d'idée pour ça, alors on essaie de réfléchir, de poser même des questions à un rave ou quoi si besoin est, ou de se référer voilà, dans nos cours qu'on a, mais de réfléchir à vraiment comment on va agir lors de la prochaine vague, entre guillemets. C'est-à-dire, on sait que, imaginez un océan. Comment c'est l'océan? Il y a des vagues qui arrivent. On les voit venir, d'accord? C'est exactement la même chose, en fait, avec, entre guillemets, l'éducation. On sait qu'il va y avoir des petites crises, des petits je ne veux pas faire mes devoirs, pourquoi est-ce que lui il a ça et moi j'ai pas ça, je ne veux pas manger ce truc. On les connaît. Alors, et si on s'asseyait, qu'on réfléchissait aux différentes situations qui sont challenging pour nous et qu'on voit en fait quels outils on aurait pour se préparer à ça. Comment est-ce que je vais me préparer à cette prochaine vague qui arrive? Parce qu'on sait que si je ne me prépare pas, je vais la prendre en pleine figure et je vais risquer de me noyer dedans. D'accord? Donc, l'idée, c'est toujours de se dire, OK, quel va être le prochain challenge? En fait, c'est vrai que dans le cas, par exemple, de Lynn qui a des enfants avec des âges très différents, c'est peut-être plus facile à gérer les petites parce qu'elle est déjà passée par là avec les grands. Donc, elle sait déjà plus ou moins quel type de cadre elle veut faire, ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, là où on va aller plus souple, là où on va choisir sa bataille pour se dire, OK, là-dessus, je ne lâcherai pas, mais là, bon, ce n'est pas la fin du monde. Alors que quand ils grandissent, ben, finalement, elle expérimente encore avec le premier, et c'est comme ça pour nous toutes, les différents challenges. Donc, réfléchir à l'avance, OK, ce challenge-là, je sais qu'il arrive de temps en temps, OK, donc comment est-ce que je vais pouvoir y réagir? Comment est-ce que je vais pouvoir l'accueillir?
Quels vont être mes arguments? Qu'est-ce que je peux éventuellement préparer dans ma poche au cas où il me négocie autre chose? Qu'est-ce que je peux faire pour motiver, pour que mon enfant ait envie de rester dans ce cadre disciplinaire? D'accord? Parfois, on peut utiliser, on l'avait parlé des charts, pour un gosse de 15 ans, la charte, ça ne fonctionne pas nécessairement. Mais en revanche, on peut lui dire, voilà, écoute, tu sais quoi, tu as un truc que tu as vraiment envie de faire. Allez, viens, si tu fais ça toute la semaine, je t'autorise de, je sais pas, prendre je sais pas, 1 heure de PlayStation ou je sais pas trop quoi. D'accord? Essayer de lui mettre quand même une carotte à la fin de la semaine pour qu'il puisse rentrer toujours dans cette discipline. Mais ça, en fait, le prévoir. Parce que sinon, à la dernière minute, qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit, et ça, quels que soient les âges des enfants, on finit par punir sur des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Par exemple, tu n'auras pas ton cadeau ce soir. D'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce que tu t'en es sortie. Est-ce qu'elle est là? C'était Salomé qui nous avait dit ça la dernière fois? Non, c'était Virginie, je crois. Tu n'auras pas ton cadeau ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Est-ce que finalement, je lui donne son cadeau? Je ne lui donne pas son cadeau? Non. Donc, le mieux, c'est de réfléchir à toutes les options pour avoir déjà ça de planifier dans sa tête et se dire, OK, si ça, quand cette vague-là, elle va arriver, je sais comment est-ce que je vais la gérer. Et je sais aussi comment faire qu'elle n'arrive pas forte sur moi, d'accord? Parce que si on organise le cadre autour de ce challenge-là, on va éviter qu'elle soit trop forte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Ok, parfait. Ouais. Ok. Alors, dans le fameux livre S'élever avec ses enfants, elle propose à ce moment-là du cours du Rav Jacobson, des simulations, d'accord? Des mises. En fait, on va se mettre à la place des enfants pour comprendre comment ça se passe et comment est-ce qu'eux réagissent, ok? Alors, donc, on va faire quelques exercices. Le premier exercice, c'est comment est-ce qu'un enfant ou comment est-ce que nous, on réagirait face à une incohérence et une instabilité. OK? Donc, je ne sais pas si vous êtes chez vous ou si vous êtes en voiture ou quoi, mais si vous avez de quoi noter, voilà l'exercice. Donc, c'est votre premier jour au travail. Votre manager se présente à vous. C'est elle qui est chargée de vous donner des directives et de vous former. Vous allez passer le plus clair de votre temps à travailler en équipe avec elle. OK? Elle vous donne des instructions, mais au milieu, elle se contredit. Le compte-rendu est à rendre mardi, puis elle change d'avis, finalement mercredi, puis elle change d'avis de nouveau. OK? Question. Vous sentez-vous en confiance avec elle? Pensez-vous qu'elle soit apte à vous former? Avez-vous le sentiment de respecter cette personne? Alors là, vous pouvez vous unmute et partager avec nous ce que vous pensez de cette mise en situation. Non, en fait, on se sent pas trop en confiance avec cette personne. On ne sait pas où elle va. Elle fait que changer d'avis, revenir sur ses paroles. On se dit qu'elle n'est pas stable, quoi. Exactement. On ne se sent pas en confiance avec elle. On se dit, écoute, je ne sais pas si elle est capable de me former à quoi que ce soit, parce que vu qu'elle n'est pas elle-même sûre de ce qu'elle est, enfin de là vers où elle veut aller. Et est-ce qu'on peut respecter cette personne? C'est dur de la respecter, mais en même temps, on n'a pas le choix si c'est notre supérieur. Ok, très bien. Très bonne réponse. Et c'est en même temps tout à fait à mettre en parallèle de notre rapport entre enfants et parents. Parce qu'en fait, imagine que ça nous est arrivé dans le passé, maintenant qu'on est en train d'étudier la discipline, bien évidemment, on va changer nos manières de faire, mais une maman qui dit un jour, bon, d'accord, tu peux avoir ton téléphone, ou oui, bon, d'accord, aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école, mais en général, il faut toujours aller à l'école. D'accord? Quelqu'un qui change d'avis, qui n'a pas des règles définies, qui n'est pas stable et qui n'est pas cohérente, qui va dire, par exemple, celui qui ne mange pas complètement son assiette, il n'a pas droit à un dessert. D'accord? Mais le lendemain, la petite,
elle mange pas son assiette, mais elle pleure, elle vous fait un tantrum on the floor, elle est bas des pieds, elle crie, d'accord? Et là, vous dites, bon, allez, d'accord, prends ton dessert, ok? Et le lendemain, ah non, mais tu n'as pas fini de manger ton assiette. Qu'est-ce qu'elle va penser, la petite? C'est pas stable, c'est pas cohérent. En effet, elle vous doit le respect, mais c'est pas facile. Et pourtant, on doit le respect à ses parents. Mais qu'est-ce qui va se passer à terme s'il n'y a toujours pas de cohérence et de stabilité? Parce que c'est plus facile de ne pas respecter. Alors, on ne va pas respecter. OK? Donc, on voit ici, en fait, en quoi l'incohérence et l'instabilité, eh bien, ça peut pousser l'enfant à ne pas avoir confiance en son parent. Et ça, c'est quand même un vrai problème. D'accord? Pas avoir confiance et douter du fait que son parent est capable de l'aider à devenir un adulte cohérent et stable, d'accord? Et même, ça va agir envers le respect que l'enfant doit à son parent. Je vous rappelle que respecter son père et sa mère, c'est un des 10 commandements de la Torah. OK? Est-ce que vous avez des petits mots à dire sur ce premier exercice? OK, alors on passe. Qu'est-ce qu'on ferait face à une autorité agressive? Alors, voici l'exercice. La première semaine, vous envoyez des messages au client en omettant de la mettre en copie. Donc, on parle toujours de la même manager. OK? Elle vient vous voir et vous explique que vous devez toujours la mettre en copie dans tous les mails que vous écrivez. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez ses instructions et vous faites comme elle vous a indiqué. À chaque fois que vous envoyez un email, vous la mettez en copie. Quelques jours après, vous oubliez, parce qu'on est des êtres humains, de la mettre en copie. Cette fois-ci, elle débarque dans votre bureau en vous hurlant dessus devant tous les collègues. Je vous avais dit de me mettre en copie tous les emails que vous écrivez. C'est invraisemblable de faire ce genre d'erreur. Vous le faites exprès ou quoi? Alors, quel est votre ressenti à ce moment-là? Vous sentez-vous en sécurité dans cette entreprise et en compagnie de votre supérieur? Vous sentez-vous humilié? Avez-vous envie naturellement de pleurer ou perdez-vous confiance en vous? C'est sûr qu'on se sent humilié, Mais je ne pense pas qu'on perd confiance en soi parce qu'on sait que la prochaine fois, on la mettra en copie tous les emails. Ok. Très bien. Enfin, on peut se dire quand même, bon, je suis vraiment trop con, j'ai oublié de mettre copie. Donc, est-ce que c'est une vraie perte de confiance en soi comment dire, profonde, peut-être pas, mais on peut se remettre en question, en tout cas pour cet épisode-là. Enfin, moi, ça m'est arrivé, je me suis jamais fait engueuler, mais enfin, ça m'est arrivé d'oublier quelque chose, de me dire, tu vois, c'est ta faute. C'est pas les copies. Voilà, je pense que ça dépend du problème aussi, parce que copier un email, on ne se remet pas tellement en question pourquoi on a copié un email, mais si on a fait vraiment une erreur importante sur ce travail, oui, on se remet en question et on peut perdre confiance en soi, c'est sûr, mais ça dépend du type d'erreur. C'est pas une perte de confiance totale, c'est juste. Non, bien sûr. Mais ça dépend aussi de notre estime de soi de base, à la base. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une pauvre estime de soi, alors peut-être que lui, il va être ou elle va être beaucoup plus facilement touchée si elle vient crier en public devant tout le monde. D'accord? Parce que l'humiliation qu'elle va avoir à ce moment-là, peut-être que ça va aller justement toucher cette blessure de mauvaise estime d'elle-même. Donc, ça dépend aussi de ça. Il faut se souvenir aussi que dans le cas d'un parent, on va parler de quelque chose de cumulatif parce que quelqu'un qui a un parent qui va faire ce genre d'altercation agressive et publique, souvent, ça va être en fait cumulatif pour l'enfant qui est en train de construire son estime de soi. Donc, c'est pour ça aussi, je pense, que dans ce cas-là, dans cet exercice, salut Caro, on est en train de faire des exercices de mise en situation pour essayer de comprendre en fait tous les outils de discipline qu'on a vus précédemment
et voir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent avoir du sens en les mettant en situation. Donc là, on parle en fait on imagine qu'on est rentré dans une entreprise avec une nouvelle manager et on a parlé de son incohérence et de son instabilité dans l'exercice numéro 1. Là, on était en train de parler, imagine en fait qu'à chaque fois que tu fais une erreur, elle vient et devant tout le monde, elle te crie dessus de manière vraiment agressive et rabaissante. D'accord ? Donc, on dit comment est-ce que la personne se sent à ce moment-là. Donc, on disait, elle se sent humiliée, elle se sent pas forcément en sécurité dans cette entreprise et elle peut éventuellement perdre confiance en elle. OK ? Donc, pourquoi est-ce qu'on disait ça ? On disait ça justement dans le but de comprendre que si nous-mêmes, en tant que parents, on utilise ce moyen d'obtenir une certaine forme d'obéissance en criant et en disant peut-être des choses un peu difficiles devant les autres enfants ou devant des personnes, d'accord, ou même seul au final, eh bien, l'enfant va nécessairement avoir ce genre de ressenti, c'est-à-dire se sentir humilié, éventuellement, si ça se répète, peut-être sentir qu'il n'est pas à la hauteur ou qu'il n'est pas celui que son père ou sa mère attend qu'il soit, et donc avoir peut-être moins confiance en lui. OK ? Donc là, on passe à l'exercice numéro 3. Votre rythme de travail paraît un peu intense par rapport au salaire que vous gagnez. Vous avez ouï dire que dans cette entreprise, on peut assez facilement obtenir de meilleures conditions en grinçant un peu des dents. Vous allez donc voir votre manager et vous allez essayer d'obtenir un aménagement de vos horaires. Mais elle refuse. Lorsque vous demandez conseil à vos collègues, ils vous répondent « C'est normal qu'elle n'ait pas cédé, tu n'as pas assez frappé du poing sur la table. » Alors, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir assez crié ? Comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez frustré ? Vous dites-vous que la prochaine fois, vous crierez plus fort pour obtenir ce que vous voulez. Bah oui, si on sait que ça va marcher, pourquoi pas. Oui, mais en même temps, on prend le risque de se faire virer en criant trop fort et que finalement, si elle refuse vraiment, on risque de perdre le boulot. Oui, mais si les autres collègues, ils ont déjà tenté et qu'ils ne se sont pas fait virer, donc ça veut dire que c'est... Non ? Ça a déjà marché ? Peut-être que ça dépend aussi du potentiel de la personne. Peut-être que les autres collègues, ils ont une position plus importante ou ils ont plus d'anxiété ou d'ancienneté. Et peut-être que ça a marché pour eux, mais que ça ne marchera pas forcément pour nous. C'est une bonne question. Donc, il y a il y a de l'incertitude, un doute aussi. Est-ce que si je crie trop fort, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, une forme de peur qui se crée. C'est ça, Morgane ? Oui. OK. Mais une volonté d'aller crier plus fort pour aller tenter quand même le coup. C'est sûr que ça vaut le coup de tenter de crier plus fort et d'obtenir ce qu'on veut. Exactement. Mais vous m'entendez là ? Oui, on t'entend, Caro. Mais bonjour. Mais on n'est peut-être pas obligé de crier. On peut peut-être demander d'une autre manière et ça peut peut-être passer. On peut tout dire, mais on n'est pas obligé de crier. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Mais là, en fait, les collègues viennent te dire, mais Caro, tu n'as pas obtenu ton augmentation ou ton aménagement des jours. Peut-être être plus intelligente, et ne pas justement faire une autre méthode pour essayer que ça marche, puisque de toute façon, on l'a pas eu l'augmentation. Donc, autant tenter le tout pour le tout. Je suis pas sûre que crier, ce soit une bonne solution, même si je le fais de temps en temps, mais quand on sait que c'est pas la bonne solution. Ok, donc si tes collègues, ils venaient te dire, bah, écoute, tu n'as pas obtenu ce que tu veux parce que tu n'as pas tapé sur le poing sur la table, toi, tu dirais, bon, attends, je vais chercher une approche un peu plus… Oui. Je vais essayer de pour retourner la convaincre au front. autrement, quoi. Je vais pas aller… Je vais essayer de retourner au front, oui. Ok, très bien. Comment est-ce que tu te serais sentie à ce moment-là, ceci dit ?
Un peu frustrée quand même, un peu frustrée. C'est pour ça que peut-être ça m'aurait donné encore plus de courage et de volonté pour essayer d'arriver à mes fins. Parce que j'aime pas trop rester sur un échec. C'est top. Et on voit en fait, et c'est très intéressant l'intervention de Caroline, parce que en fait, on développe tous des solutions face à une frustration. Alors, pour certains qui ont eu le choix en tant qu'enfant de montrer que quand ils crient, ils obtiennent ce qu'ils veulent, alors ceux-là, peut-être, c'est des gens qui vont s'énerver très facilement parce qu'ils pensent, ils développent une croyance, d'accord, que lorsqu'ils s'énervent, eh bien, ils obtiennent ce qu'ils désirent. D'accord ? D'autres personnes, peut-être que c'est ton cas, Caro, je ne sais pas, mais d'autres personnes vont, quand ils vont crier petit, parce qu'on teste tout quand on est tout petit, d'accord ? On teste les différentes options. Eh bien, ça va mener à rien, parce que le parent va dire, non, mais si tu cries, tu n'auras rien du tout, d'accord ? Ils ne vont pas céder au cri. Alors, la personne va aller tout simplement chercher un autre moyen d'arriver à ses fins. Donc, ça peut être par développer la rhétorique, aller convaincre, aller trouver comment utiliser toute son intelligence pour aller convaincre cette personne de donner ce que la personne désire. D'accord ? Donc, l'enfant, en fait, en fonction de la réponse des parents, va développer ses propres outils. OK ? En fonction aussi de qui il est, de ses propres capacités. Est-ce que ça fait du sens, Caro ? Non, ça fait du sens, mais là, par rapport à mon histoire et à mon expérience, moi, je pouvais pas, j'avais pas trop la possibilité et de marge de manœuvre de crier petite. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres argumentaires. Par contre, mes enfants, puisque je suis une maman un peu plus cool que l'était ma maman, crient parfois et j'essaye aujourd'hui de leur expliquer qu'on n'obtient pas les choses en s'excitant et en s'énervant, mais en ayant un bon argumentaire. Mais c'est ce que j'essaye de travailler sur mes enfants. Moi, je ne criais pas petite. Je me suis rattrapée après, mais petite, je ne criais pas. mais en tous les cas, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux enfants. C'est ce que je essaye de leur dire. Bien sûr. Eh bien, c'est formidable. Ça montre en fait que face à une frustration, on a plusieurs manières de réagir. L'enfant, naturellement, c'est un peu comme l'eau. Vous savez, quand vous avez un cours d'eau et vous mettez une barrière, l'eau, naturellement, elle va chercher à s'écouler autre part. Si vous mettez une barrière là, elle va s'écouler par là. Si vous mettez une barrière là, elle va s'écouler de l'autre côté. D'accord ? Et si vous mettez des barrières partout, elle va overflow et de toute manière, elle va s'écouler. D'accord ? Parce que c'est la nature qui fait ça. L'enfant, il va toujours chercher à trouver une solution pour obtenir ce qu'il veut, d'accord ? Que ce soit une négociation, que ce soit un cri, que ce soit… Mais il va voir en fait qu'est-ce qui marche avec mon père ou avec ma mère, ok ? Et en fonction de ça, il va l'utiliser. Mais là, on parle aussi du parent, ok, qui va céder au cri. Ce parent-là, puisque c'est le cas ici, donc le parent est représenté par cette manager qui cède au cri de son enfant. Si, imagine, voilà, tu as un groupe de gosses, d'accord ? Vous avez, je ne sais pas, 3-4 enfants à la maison, même 2 enfants, peu importe. On va prendre ton exemple, Caro, ok ? Imagine que Jérémy va voir Anna Rose et lui dit « Écoute, Anna Rose, je ne comprends pas, je voulais absolument faire ce truc. » Maman, elle a dit non. Et qu'Anna Rose dit « Mais c'est simple, regarde. Bon, ça ne marche pas pour toi parce que tu n'acceptes pas les cris, mais si tu tapes du poing sur la table, si tu cries, elle va dire oui. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va aller faire ? Il va les tenter. Il va venir et il va crier. S'il voit que tu dis oui, la prochaine fois, il va crier de nouveau. S'il voit que tu dis non, alors il va penser à un nouveau stratagème. Okay ? Donc, c'est exactement ça. Dans cette question, dans cet exercice-là, en fait, il vient nous dire le parent qui cède au cri, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de dire à son enfant, eh bien voilà, et à tous les enfants qui viennent derrière, puisque les autres enfants, les plus grands, vont aller leur donner la technique, quoi, mais c'est comme les salariés précédents, ils vont dire quoi ? Comme les autres collègues, pardon, attends, tu aurais dû taper plus fort sur la table. Si un parent accepte que son enfant tape sur la table et change de loi en fonction de la force de frappe ou de cri, d'accord ? Ou de tantrum, de crise de nerfs, alors, eh bien, il ouvre juste une porte à une nouvelle manière de fonctionner à la maison. Et alors qu'en effet, s'il est stable, comme dit Caro,
et qu'il est cohérent. Pas tous les jours, hein. Pas tous les jours, Oui, pas tous les jours, attention. d'accord, mais on est des êtres humains, pas des robots. C'est ça. On n'est pas dans le monde des bisounours. Exactement. Mais si jamais il est stable et il est cohérent et qu'il dit, écoute, quand tu cries, je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas, alors il va trouver peut-être d'autres manières. Et peut-être qu'à travers un discours, une conversation, une exposition de raisons pour laquelle il désire cette chose, eh bien peut-être qu'ils vont trouver un compromis. D'accord ? Peut-être qu'en effet, la règle que la maman ou que le papa avait mise, eh ben, il ne correspondait pas forcément aux besoins de cet enfant à ce moment-là. Mais donc, on peut éventuellement avoir l'intelligence de se dire aussi, finalement, j'ai imposé cette règle, aujourd'hui, elle ne marche pas. Par exemple, celle qui dit à ses enfants, vous couchez à 7h30, le gosse, il a 15 ans, il dit, maman, je n'en peux plus, je ne veux pas me coucher à 7h30. Enfin, ça ne va pas, regarde, tous mes copains, ils se couchent à 10h, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle va faire, la maman ? À un moment, elle va dire, attends, c'est vrai, il faut que je revoie cette règle, d'accord ? Elle n'est pas adaptée à mon enfant. Donc, c'est aussi quelque chose qui est là, auquel il faut penser. Le 4e exercice, lorsque votre manager vous a engagé, elle vous a dit que dans cette entreprise, les salaires étaient augmentés tous les 6 mois à hauteur de 2%. Au bout de 6 mois, vous recevez votre fiche de paye et le salaire est le même que le précédent. Vous venez voir votre manager en lui rappelant ses engagements. Elle hausse les épaules et répond « Ah, je vous ai dit que c'était systématique ?» Non, en fait, ça dépend. Alors là, comment est-ce que vous vous sentez ? Déjà, ça dépend de quoi. C'était quoi les conditions. Et je me demanderais peut-être que je n'ai pas bien performé cette année-là. Pourquoi elle ne veut pas me donner un salaire plus élevé ? Imagine que quand elle t'a engagé, elle t'a dit, voilà, je t'augmente de 2%. Ici, il y a une augmentation tous les 6 mois de 2% du salaire. Et au bout de 6 mois, tu ne l'as pas. Comment est-ce que tu te sens ? Très énervée. Elle ne tient pas sa parole. Ok, elle ne tient pas sa parole. On se sent trahi. Tu te sens trahi. Ok, très bien. Ouais, je ne voudrais pas rester travailler dans son temps. En plus, dans l'histoire, tu en parles à ta collègue Marie-Jeanne. Et Marie-Jeanne, elle a eu l'augmentation de 2%. Comment tu te sens ? On se dit qu'est-ce que j'ai fait de moins que les autres, quoi. Pourquoi je mérite pas mon augmentation ? Ok. Et moi, Pardon. Oui, non, vas-y, Salomé, excuse-moi. Non, voilà, du coup, on se dit, on ne veut pas lui faire confiance, quoi. On ne veut pas lui faire confiance. C'est vrai. Caro, elle fait du favoritisme. Elle fait du favoritisme. Je suis jalouse de l'autre. Moi, je suis tellement naïve que je me dis ça doit être une erreur. Je vais aller lui dire qu'elle a fait une erreur et je vais lui mettre entre guillemets son nez dans sa merde. Et elle ne va pas avoir le choix que de me redonner cette augmentation puisque c'était et imagine sa parole. Qu'elle te dise ce qu'elle te dit. Caro, t'es trop gentille. Je t'ai dit que c'était systématique. En fait, ça dépend. Alors, qu'est-ce que tu lui dis ? Et elle te dit, j'ai pas entendu ça. Et elle te dit, ah mais attends, t'as mal compris, c'est pas systématique les 2%, ça dépend. Je lui dis que c'était pas ce qui était convenu au début. Ça, c'était pas ce qui était convenu au début. Ok. Donc il y a une forme d'injustice, de manque de confiance dans cette manager, de jalousie vis-à-vis des autres qui l'ont obtenu, de sentiment de trahison aussi, on a dit. Plus trahison que jalousie, parce qu'en vrai, c'est pas la faute des autres que eux l'ont eu. C'est-à-dire, c'est son choix à elle, tu vois. C'est pas le choix des autres. Et pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pas mériter ça? Est-ce que vous avez toujours envie de vous impliquer dans cette entreprise, de rester même dans cette entreprise? Moins, beaucoup moins. Ouais. Donc, on voit en fait qu'un enfant qui est face à la non-tenue des engagements, qu'est-ce qu'il peut développer comme sentiment? Ce même genre de sentiment. Un manque de confiance dans le parent, un sentiment de trahison, un sentiment d'injustice. Mais pourquoi là, excuse-moi, tu as donné un exemple qu'on n'a pas, on n'a pas tenu nos engagements par rapport aux enfants, que quand on a promis quelque chose, on ne l'a pas fait. Nous, on est les enfants et le manager est le parent. D'accord.
Donc, en fait, si le parent ne tient pas son engagement, voilà comment est-ce qu'il peut se ressentir, en fait, l'enfant. Forme d'injustice, manque de confiance dans le parent, parce que finalement, si à chaque fois qu'elle me dit quelque chose, ça change et c'est jamais vraiment certain, alors j'ai plus confiance en elle. Une forme de trahison aussi, parce que du coup, l'enfant, il se sent trahi de ne pas avoir obtenu ce qu'il pensait être un dû, entre guillemets. D'accord, mais on peut aussi leur expliquer, parce que bon, là, c'est vrai que pour l'histoire de l'augmentation, c'est plus grave, mais là, j'ai un exemple plus concret, c'est-à-dire qu'Anna Rose, je lui avais promis que j'allais aller la chercher, à Aventura. Et après, il y a eu un changement de programme et j'ai pas pu aller la chercher. Donc, c'est vrai que je m'étais entre guillemets engagée et que je l'ai pas fait, mais je lui ai expliqué pourquoi j'ai pas pu le faire. C'était pas comme une trahison, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que si c'est de manière occasionnelle et si c'est quelque chose qui a une réelle explication, alors Voilà. bien sûr. Voilà. Mais si c'est pas de manière occasionnelle, si c'est par exemple de manière récurrente, et surtout si ce que tu t'es engagé à faire, tu le tiens pas pour des raisons qui ne sont pas valables, ouais, bien sûr. Alors ça va créer ce genre de sentiment. Bien sûr que non. Okay. Donc voilà, donc ça on a vu, ce sont 4 exercices qui nous font un petit peu comprendre finalement pourquoi est-ce que c'est tellement important d'être cohérent, d'être stable et de tenir ses engagements avec nos enfants, d'accord? Et donc ce cadre de discipline, il a un sens et on vient de le voir en faisant ces exercices dans lesquels on se projette dans une entreprise. Bon. Ok. Alors, d'autres outils. Savoir passer outre. Il faut parfois arriver en fait à se dire, ok, face à cette situation, soit je rentre dans un conflit avec mon enfant qui peut me mener finalement à compliquer les choses, à éventuellement faire que soit moi je vais perdre de mon autorité, soit l'enfant va perdre de son estime de lui, ou alors éventuellement une des valeurs piliers de notre famille va être endommagée. Alors dans ce cas-là, il faut avoir l'intelligence d'éviter ce genre de conflit, de voir quels sont les conflits utiles et inutiles. Vous connaissez l'expression choisir sa bataille, d'accord? C'est ça en fait. Et il vaut mieux retirer la source du conflit plutôt que d'avoir perpétué le conflit avec l'enfant. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples de conflits récurrents avec vos enfants? Oui, moi par exemple avec Jérémy, j'ai toujours un problème par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal parce que bon, il grossit un petit peu beaucoup même. Et c'est compliqué pour moi par rapport au repas, etc., etc. C'est vrai que des fois, je suis pas très, très cool, mais j'ai du mal en fait parce que moi aussi, j'étais assez forte jeune. J'ai pas envie qu'ils se sentent mal et je me dis qu'après un certain temps, c'est irrémédiable, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus rien faire. Donc, je me dis que c'est maintenant qu'il va falloir faire quelque chose. Mais des fois, je ne peux pas lui dire qu'il est le plus beau et qu'il est le plus formidable quand je sais qu'on va dans le mur. C'est dur pour moi sur ce point-là, je n'arrive pas trop à le... Je ne peux pas le brosser dans le sens du poil, je ne peux pas le laisser dans cette merde. Je ne sais pas comment trop prendre le problème, quoi. Ok, et ça vous mène à des conflits? Bien comment sûr. se manifestent les conflits avec la nourriture pour Jérémy? Je veux pas qu'il mange certaines choses. Lui ne veut pas, il veut pas manger ce que je lui propose. Et à chaque fois, ça peut faire des histoires, oui. Ok. Comment est-ce que vous avez pris ce travail sur l'alimentation? Est-ce qu'il est suivi avec quelqu'un ou est-ce qu'il il l'était, en fait, il l'était, mais c'était quelqu'un qui le faisait parler, tout ça. Et c'est vrai qu'un petit garçon de 10 ans ou 11 ans maintenant, bientôt, c'est difficile qu'il explique un petit peu son problème concernant la nourriture, quoi. Il veut manger des conneries, il veut manger des choses comme tout le monde. Voilà, donc, mais j'en ai marre en fait d'être moi la méchante, entre guillemets, et de me battre avec lui constamment parce que
lui, il sait que c'est pour son bien, moi, je sais que c'est pour mon Parce bien. que ça mais ruine votre relation au final. C'est-à-dire que la relation, à chaque fois, elle est ruinée par ce conflit. Voilà, Ok. exactement. Donc, exactement. il faut réfléchir à ce moment-là à comment, donc là, il nous dit, il faut retirer la source du conflit. Comment est-ce que tu peux, pas la retirer, parce que le conflit, ce n'est pas un objet, c'est l'alimentation, donc il est obligé de se nourrir. Mais Voilà. comment est-ce que tu peux déplacer la source du conflit? C'est en faisant que ce ne soit plus toi qui sois responsable de ça. Bah, le C'est-à-dire souci, c'est que par Mickaël, il exemple- ne veut pas prendre la main pour ça. Ah non, mais pas Mickaël non plus. Ah, d'accord. C'est qu'en Alors fait, Jérémy, bon, je pense que c'est quand même un garçon qui est très responsable et qui est très intelligent. Ah, mais il est très conscient, hein, il est très conscient. Voilà. Mais le fait est que, en fait, la nourriture, c'est pas une chose traditionnelle, c'est pas comme un jouet, c'est pas comme. Il y a une relation émotionnelle et il y a une relation affective avec la nourriture. D'accord? C'est notre premier lien affectif, c'est la nourriture. D'accord? Quand on dit maman, ima, mama, dans toutes les langues, d'accord? Le maman, le lien avec l'affectif, le premier lien, c'est le lien avec le lait de la maman. D'accord? Donc, en fait, il y a… Je comprends et je vois où tu veux en venir. Je comprends complètement, mais même si je n'ai pas l'impression… Non, mais peut-être que c'est un manque de quelque chose, mais je suis persuadée que ce n'est pas un manque. Je te dis juste non, parce qu'en général, c'est un manque. Tu ne peux pas le retirer, tu peux te déplacer, tu peux faire en sorte que ce soit plus toi qui gères ça. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, et on peut se renseigner si tu veux pour une bonne, soit une naturopathe, soit une diététicienne, une nutritionniste. Parce que les diététiciennes nutritionnistes, on a déjà essayé et c'était très bien, tout ça, mais il avait du mal à dire ce qu'il mangeait, puisque comme il mangeait très souvent, on n'était pas toujours dans les règles, donc il mangeait souvent des conneries. Et voilà quoi, mais c'était difficile de mettre des mots sur ça. Mais Jérémy, il faut lui servir son assiette, bon appétit chérie, et mange, et ça y est, on passe à autre chose. On ne peut pas faire une explication de texte. Non, mais sans faire d'explication. Je ne te parle pas de faire une thérapie pour l'aider à changer son alimentation, mais peut-être, vu qu'il est très mature, de remettre entre ses mains à lui ses choix alimentaires. Alors, c'est quelque chose qui, au départ, va être difficile parce que ça veut dire que toi, il faut que tu lâches prise là-dessus. Mais aussi, le fait de ne plus avoir ce genre de problème à la maison, tu réduis, il faut que tu changes tes placards. Je ne sais pas s'ils sont toujours comme à l'époque, mais à l'époque, il y avait beaucoup de bonbons, beaucoup de gâteaux, beaucoup de trucs. Ça veut dire qu'en fait, c'est tentant pour lui. C'est difficile que d'autres… Mais les placards sont bon, c'est pas non plus, on n'est pas dans du healthy 100%, mais on fait des efforts. On fait des efforts. Mais si tu trouves des choses qui vont le satisfaire et en même temps satisfaire les contraintes qui sont celles d'une alimentation équilibrée, tu vois, alors il sera peut-être moins frustré. Et même si au départ, tu dis par exemple, il faut prendre l'aide d'une nutritionniste ou d'une diététicienne, quelqu'un qui peut avoir un lien où en fait, ce sera plus toi qui géreras ça. Toi, tu feras en sorte qu'à la maison, il ait tout ce qu'il faut pour qu'il s'alimente bien, sans qu'il ait les tentations sous le nez, parce que le problème, c'est que s'il allait… En fait, tu vois, là, dans ce cas-là, retirer la source du conflit, c'est que si le conflit, il naît de nashing, je sais pas comment on dit, de snacker, tu vois, alors il faut limiter les snacks à la maison, ou en tout cas avoir d'autres formes de snacks. Aller trouver quelque chose où tu sais que s'il tombe dessus, c'est pas grave, il les mange, d'accord? Et ensuite, lui dire, tu sais quoi, en fait, je t'aime tellement, par exemple, que, en fait, j'ai plus envie que ça nous ruine notre relation. Et ça, je lui ai déjà dit et montré et tout. On trouve quelqu'un d'autre et c'est toi qui vas gérer ça. Parce que finalement, t'es assez grand pour comprendre ça, Jérémy, que c'est pour ta santé à toi. Et moi, je t'aime tellement, j'ai pas envie d'être sur ton dos, de faire la police toute la journée. Si tu veux, on va essayer une ou deux personnes, ok, et on va trouver quelqu'un qui te correspond, avec lequel, en fait, tu vas être toi-même responsable de ton alimentation et de ton truc. Maman, elle va acheter et elle va faire tout ce que tu aimeras dans ce qui est permis. Pas permis, mais dans tout ce qui est bon pour toi, ok. Et ensuite, toi, tu dois lâcher prise. Ça, c'est très dur pour la maman de lâcher prise.
Mais en réalité, comme ça, tu n'as plus de conflit là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au lieu… Non, j'ai très bien compris. En fait, ça veut dire quoi, savoir passer outre? C'est se dire, OK, il y a des batailles sur lesquelles je sais que je suis obligée d'aller. En effet, la santé d'un enfant, et puis surtout parce que tu nous as dit, toi, tu as eu une certaine historique, donc tu te dis, j'ai pas envie qu'il souffre comme moi j'ai souffert. D'accord? Oui, mais moi je mangeais des conneries pour avoir l'attention de ma mère, ce qui n'est pas du tout le cas chez Jérémy, parce que je l'étouffe. Donc, il n'a pas un manque d'affection, cet enfant. Tu vois, il a peut-être d'autres manques. Je ne suis peut-être pas parfaite, mais le non, mais manque personne n'est d'affection, parfait. il C'est l'a pas pas. un manque d'affection, c'est certain. Mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est juste parce pas que… ce problème. Lui, c'est juste peut-être parce qu'il aime, peut-être parce que parce qu'à la il aime, maison… c'est sûr. Ouais. Voilà. Mais c'est Ouais, peut-être c'est pas du sûr. tout pour les mêmes raisons, mais peut-être parce que Ouais. c'est devenu une culture, entre guillemets, alimentaire. C'est sûr. C'est tout à fait vrai. C'est sûr. Donc, ça peut être pour ça, et pas pour les raisons que toi, tu as eu de faire ces choix-là alimentaires à certains moments dans ta vie. Donc, c'est certain, c'est pas lié pour ça, puisque toi, tu le couvres d'amour et d'affection et tu es très présente dans sa vie. D'attention, ouais, de temps. Et d'attention. Ok, donc c'est pas pour ça, c'est pas une recherche, c'est pas un manque affectif, mais c'est il kiffe les la mauvaises bouffe. habitudes alimentaires et le fait de kiffer la bouffe. Et puis en plus aussi, c'est vrai que on est dans une communauté où la bouffe c'est quelque chose d'important. Il y a une culture de la nourriture, des bonnes choses. C'est pas évident de changer de mode alimentaire. Mais si pour reprendre l'idée de choisir sa bataille, c'est une bataille que tu dois mener. Mais peut-être que tu peux déplacer, c'est-à-dire enlever les éléments qui sont des conflits. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, s'il est fou de chips, par exemple, éviter d'avoir des chips à la maison ou éventuellement faire de temps en temps, tu sais quoi, pour Shabbat, une fois par semaine, je vais t'acheter les chips que tu adores, tu vois, ou un truc comme ça. Tu vois, ne pas le frustrer pour pas qu'il se mette à devenir boulimique et qu'il mange en cachette, mais lui dire, voilà, regarde, tu sais quoi, tu sais à quel point notre relation elle est importante pour moi. J'ai pas du tout envie qu'on se bataille tous les jours et d'être sur ton dos pour la bouffe. C'est quelque chose qui est important pour toi. Et comme tu es en train de devenir un teenager, je vais te mettre cette responsabilité entre tes mains. Moi, je ferai ce que je peux pour que tu aies bien évidemment tout ce dont tu as besoin à la maison. Mais je te propose que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ce travail. Et alors, ça peut être, il parle bien français, donc ça peut être, il y a certaines thérapistes qui sont top. Il y en a une qui s'appelle Noah, naturopathe, qui fait un suivi quotidien avec ses patients ou clients, je ne sais pas comment est-ce qu'elle les appelle, peu importe. Elle donne des recettes, Et si tu veux, on n'est pas du tout dans la thérapie verbale, d'accord? On est dans le fait de changer ses habitudes alimentaires. Et c'est pas sur toi que ça retombe. Et c'est-à-dire que toi, il faudra que tu dises, je ne regarde plus ça. Je fais en sorte qu'il ait ce qu'il a besoin. Éventuellement, tu peux être en contact avec la naturopathe ou avec la diététicienne pour voir exactement ce dont il a besoin. Mais toi, tu lâches prise. C'est plus ton problème. Tu le vois bouffer des bêtises, c'est plus ton problème. Parce qu'en plus, plus un enfant sait que son parent, il l'empêche de faire quelque chose, et plus il va aller, on a dit, voir si le mur, il tient bien ou non. Donc, il y a aussi un côté, si maman m'en empêche, je vais le faire. Oui, mais quand tu lui répètes à longueur de journée que mon but, c'est juste qu'il soit au top et qu'il soit le mieux possible et le mieux dans ses baskets, et comme tu as dit, il est très intelligent et c'est la vérité, il a compris ça, que mon but, c'était qu'il soit dans le bon rail, tu comprends? Ça, il a compris. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tentant et que voilà quoi, et que c'est vrai que ma maison et ma cuisine n'est pas très healthy non plus, parce que j'ai un mari qui adore la bonne bouffe, mais ça c'est sûr. Mais l'idée peut-être, c'est de voir avec ton mari, est-ce que c'est notre priorité ou pas que Jérémy puisse changer ses habitudes alimentaires? Si oui, alors viens, on fait en sorte que à la maison ce soit différent. C'est pas facile, mais moi je suis même capable de faire 4. On est 4, je suis capable de faire 4 repas. J'ai pas de problème avec ça. J'ai zéro souci, mais
c'est vrai que c'est que si jamais il voit que d'autres vont avoir l'augmentation de 2%, c'est trop injuste. Pourquoi moi? Et du coup, ça va le frustrer et ça va créer une situation de désir de nourriture encore. Tu comprends? Donc, c'est ça le problème. C'est pour ça que l'idée de mettre entre ses mains ce choix, de toi lâcher prise, c'est-à-dire que même si tu le vois bouffer des bêtises, tu lui dis rien, tu passes à côté sans rien dire. C'est dur, c'est hyper dur. C'est un peu dur, hein. Un peu beaucoup même. Mais je sais, non, mais je vais l'essayer avec cette Noah. On m'en a déjà chez quelqu'un d'autre, que ce soit avec Noah, que ce soit avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On peut se renseigner. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, tu évites le conflit avec lui. Et en fait, ça va vraiment changer la donne. Parce que déjà, le fait de ne pas avoir de conflit alimentaire ou de ne pas avoir à devoir justifier ce qu'il mange, etc., auprès de toi, ça peut changer les choses aussi, tu vois. Ça peut mais le conflit, il est pas quotidien parce que c'est vrai que le pauvre, quand je lui donne son assiette ou quand je le sers, il dit rien du tout. Mais c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de fêtes et tout, on était beaucoup à l'extérieur et que, en fait, c'est la première dame qui s'occupait de lui, elle lui avait dit, quand tu es avec les copains et quand tu es avec les autres, tu vis comme les copains, tu vois. Donc ça, je peux te dire qu'il n'a pas oublié. Cette phrase, il ne l'a pas oubliée. Mais c'est vrai que quand le midi, on mange de la merde, après le goûter, de la merde, et le soir, je viens et que je suis fatiguée et qu'il recommence et qu'il me dit « Maman, on mange une pizza », bon, c'est vrai que là, je peux péter un câble. Ça, c'est sûr que ça, je peux partir en sucette, c'est normal. Je suis pas... C'est sûr. Mais bon, c'est pas tous les jours, hein. C'est peut-être. Là, c'était plus fréquent parce qu'il y avait. Voilà, exactement. Les bédiers n'ont pas aidé. L'idée, c'est vraiment de te dire, eh bien, comment est-ce que je vais enlever l'objet du conflit? Donc, quel que soit le conflit, là, on a pris ce conflit-là, mais quel que soit le conflit, comment est-ce que je vais finalement retirer l'objet du conflit? Et donc, voir aussi qu'est-ce qu'on considère essentiel ou non, quand on choisit sa bataille, d'accord? Parfois, il vaut mieux fermer les yeux à bon escient plutôt que continuer dans un conflit qui va gâcher la relation. Voilà pour aujourd'hui, mesdames. Est-ce que d'autres personnes voulaient parler d'un conflit en particulier pour qu'on donne un autre exemple? Ça peut être la télé, ça peut être la télé. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Alors moi, j'ai un conflit aussi à la maison en ce moment avec mes 2 enfants, mais bon, ce n'est pas le même âge, 2 ans et 5 ans. Et en fait, le gros problème, c'est que Noah, qui a 2 ans, veut prendre tous les jouets de Ethan. Dès que Ethan le prend dans sa main, Noah tout de suite mine. Et du coup, les deux qui hurlent, Noah qui hurle, et j'ai tendance, je fais tout le temps ça, je dis à Ethan, écoute, il est petit, donne-lui et c'est tout, c'est réglé, comme ça on l'entend pas crier. Et mon mari, il arrête pas de me dire, arrête, tu peux pas faire ça, c'est pas juste pour Ethan. À chaque fois, on lui dit de lui donner tous les jouets. Et du coup, je vois que Ethan, ça le vexe aussi. Il prend beaucoup sur lui, mais ça le vexe. Je vois qu'il est triste. Et franchement, je sais pas du tout comment gérer cette situation. Ça arrive 1000 fois par jour. Alors, en fait, ça fait partie de l'établissement des règles. Par exemple, je vais te donner l'exemple que nous, on avait à la maison quand les enfants étaient petits. Bon, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas parce qu'ils sont plus grands et que celui de 9 ans et celle de 2 ans, ils ne jouent pas forcément avec les mêmes jouets, quoique ça peut arriver. Nous, la règle qui était, et c'est à l'époque, c'est les enfants réellement qui ont mis cette règle en place, c'était les 24 premières heures, donc le premier jour, cet objet n'appartient que à celui qui le reçoit. Donc, par exemple, si mon Ethan recevait un jouet, d'accord, il n'y a que Ethan, pendant le premier jour, qui peut jouer avec ce jouet. Mais à partir du deuxième jour, tout le monde peut jouer avec. Alors, est-ce que c'est une solution? Ce n'est pas une solution, ça dépend. Moi, c'était pas nécessairement, je ne suis pas kibbutznik, donc ce n'était pas mon truc nécessairement au départ. Mais eux, c'était leur manière de faire. C'est le premier jour, il n'y a que moi qui joue avec. Après, c'est à toi, c'est à moi, c'est pareil. D'accord? Ça ne marche pas pour toutes les familles. Mais c'est à toi, en revanche, de déterminer avec ton mari, qu'est-ce qu'on considère alors? Qu'est-ce qu'il faut qu'on établisse en termes de partage des jouets? Parce que c'est vrai que ça ne peut pas être toujours au profit d'une même personne, parce que c'est plus facile de dire un non à un gosse de 2 ans qu'à un gosse de 5 ans peut-être,
ou parce que, je ne sais pas, peu importe la raison pour laquelle tu sens que tu donnes plus facilement aux grands qu'aux petits. Mais Non, en fait, je donne plus aux petits qu'aux grands, justement. Ah, d'accord, ok. Alors à oui. chaque fois, je dis aux grands, c'est bon, laisse-le, c'est encore un bébé, il ne comprend pas qu'il doit partager. Okay. Et au moins, alors, on n'entend pas crier. Exactement. Donc, sur le moment, c'est ce qu'on a dit en fait pour la cohérence et la stabilité. C'est qu'en fait, sur le moment, c'est inconfortable parce que tu vas l'entendre crier, etc. Mais en réalité, tu es juste en train de lui apprendre quelque chose qui est bon pour lui. Exactement. Que quand il crie, il reçoit ce qu'il veut. Ouais. Exactement. Et en plus, tu es en train de lui apprendre aussi que voilà, quand il crie, il reçoit ce qu'il veut et que tout est pour lui. Donc, il faut que tu réfléchisses à terme. Est-ce que ça fait partie des valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants? Quand tu établis tes valeurs familiales, si tu parles par exemple de générosité, de bienveillance envers l'autre, etc., ça commence par le fait de partager. En hébreu, ça s'appelle être mévater. Accepter que je me mette en retrait pour que l'autre vienne prendre sa place. Pourquoi est-ce que mon besoin de se jouer est plus grand que celui de Ethan? D'accord? Donc, en fait, tu lui apprends à devenir une bonne personne, à penser à l'autre. J'essaie, mais franchement, ça oui, ça marche pas du c'est tout. inconfortable. Mais ça va être inconfortable pendant quelques jours et après, c'est fini. Ouais, je pense que, bon, de toute façon, je pense que 2 ans, c'est vraiment l'âge où tout est mine, et Bien sûr, c'est normal. Il ne comprend pas vraiment qu'il doit partager. Et le pire, c'est qu'au final, quand il reçoit le jouet, parce qu'on lui donne, il continue à dire it's mine, c'est à Noah. Et du coup, ça embête encore plus Ethan. Bien sûr, mais ça va lui apprendre. D'abord, ça va éviter que Ethan se sente victime d'une injustice permanente, parce que c'est vraiment pas juste pour lui. Éviter aussi qu'il prenne l'habitude de se mettre en position de retrait systématique. Ouais, c'est vrai, ça, ouais. Okay. Donc, c'est important pour son self-esteem. C'est que d'un côté, tu apprends à l'autre à avoir un peu plus d'humilité, à laisser... Pardon. Je me disais, mince, il y a quelqu'un... Noah. Tu apprends en fait à Noah à laisser de l'importance à l'autre, de comprendre que l'autre a une existence qui est très difficile pour un enfant de 2 ans, mais ce qui est très important. Et ça fait partie vraiment, vraiment des enseignements de la Torah. Comprendre que l'autre a une importance. Tu sais, quand on dit la Torah se résume à une phrase qui est Ve'ahavta lereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. C'est-à-dire que tu es en train d'apprendre à ton enfant quelque chose qui est essentiel dans la vie et dans la vie d'un juif, que j'existe, mais que l'autre aussi. Et de la même manière que je m'aime, je dois aimer l'autre. C'est ça la Torah. Zeklal Gadol Batorah. C'est un principe important de la Torah. Ouais. Donc, tu apprends à ce qu'ils deviennent une bonne personne. Ouais, on va travailler sur ça. Mais non, mais du coup, quand tu le visualises sous cet aspect-là, ça te permet de donner plus de force. Tu dis, bon, c'est vrai que c'est pas facile d'entendre pleurer le petit, mais je suis en train de lui Non, mais c'est surtout, tu ne penses pas qu'à 2 ans, c'est un peu... il est un peu trop petit pour comprendre ce principe. C'est ça, mais tu n'enseignes pas le principe, tu lui fais vivre le principe. Tu n'es pas en train de lui dire, chérie, il va falloir que tu sois... Et moi, je suis persuadée, moi, je parle à mes enfants depuis qu'ils sont bébés, de la même manière que je parlerais à quelqu'un qui moi aussi, j'ai toujours parlé aux enfants comme des adultes. Aussi. Mais à 2 ans, bon, c'est dur. Mais tu n'es pas en train de lui convaincre, tu n'es pas en train de lui convaincre de la compréhension du concept. Tu es en train de lui apprendre à vivre ce concept. C'est différent. Tu n'es pas en train de lui parler, chérie, tu sais, il faut, même si tu peux le faire, tu sais qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Tu as une place, mais l'autre, il a une place également. Tu peux lui dire ça, si tu veux, d'accord? Mais ce n'est pas ça qu'il va comprendre. Ce qui va faire qu'il va prendre l'habitude, puisque le chinour, yeladim, l'éducation des enfants dans la Torah, c'est apprendre à inaugurer un enfant pour qu'il prenne ses habitudes et que ça devienne normal plus tard. C'est-à-dire qu'en lui apprenant dès aujourd'hui que cet objet-là, ce n'est pas forcément le sien, qui doit peut-être demander l'autorisation à Ethan, en tout cas qui doit partager avec Ethan, et que du coup,
Ethan a une existence, eh bien, il prend conscience que lui-même existe parmi d'autres. Et inconsciemment, il inscrit ça en lui. Et c'est une habitude qu'il va prendre pour tout. Et le jour où il recevra son salaire, il se dira, c'est normal que je donne le maaser, ou que je donne de la tzedaka, ou que j'aide celui qui ne peut pas. Et le jour où il va se marier, c'est normal qu'il laisse sa place à son épouse, qu'il lui veuille du bien, qu'il la considère, qu'il réfléchisse avec OK, si j'étais à sa place. D'accord? Donc, en fait, tu es en train de mettre en place tout un système qui va faire qu'il aura une vie heureuse plus tard. Parce que qu'est-ce que c'est avoir une vie heureuse? C'est aussi réussir sa vie de couple. C'est aussi réussir sa vie sociale. On ne t'entend plus trop. Moi, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si vous entendez. Peut-être que c'est mon Oui, réseau. c'est sûr Moi, que je l'entends l'éducation pas. qu'on transmet à tes enfants ont des répercussions. On ne t'entend plus trop, Morgane. Vous m'entendez? Voilà, là, on commence à te entendre. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je disais oui, c'est vrai que l'éducation qu'on transmet à nos enfants maintenant ont des répercussions dans leur vie future. Exactement. C'est qu'en fait, les petits actes qu'on leur fait faire maintenant, qui ressemblent pas à grand-chose apparemment, sont en fait des actes qui sont comme des pierres d'un grand édifice et qui vont transmettre des valeurs. OK? Et la valeur de bienveillance ou la valeur de générosité sont des valeurs qui sont importantes dans le peuple juif. Donc, c'est quelque chose que tu as envie de transmettre. Oui, c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un autre conflit? Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous fais un gros bisou et j'ai hâte de vous retrouver en live. C'est pas Merci, Esther. C'est pas encore les vacances la semaine prochaine, non? Comment? Le 14, c'est pas encore les vacances le 14 ou c'est déjà les vacances? Non, c'est pas encore. En tout cas pour l'Herman. Exactement. Ok, alors si vous voulez le 14, on se retrouve, je ne sais pas si c'est chez toi Sarah ou chez quelqu'un d'autre comme vous voulez, mais on se retrouve si Dieu veut et en live. Je vois avec Morgane si elle préfère le faire et moi je le fais après. Ah oui, c'était Morgane. Oui, exactement. Si tout est bon chez moi, on pourra faire chez moi. Je vous tiens au courant. Ok, déjà ta chaîne. Ok, super. Allez, Shabbat Shalom, que des bonnes choses. Merci beaucoup. Désolée, Merci. bonne semaine. Bonne semaine.